Bonjour à tous. Ne vous est-il jamais arrivé de changer l'avis que vous aviez sur une personne juste en découvrant, au hasard d'une manche relevée ou d'un dos légèrement échancré, que celle-ci est tatouée? Du genre « Ah tiens, j'aurais pas pensé ». Alors que vous soyez pour ou contre, le débat n'est pas là, non. Je partage cette expérience avec vous pour que vous constatiez la puissance et l'effet que peut avoir un tatouage. Parce que ce n'est pas anodin de se faire tatouer, de se marquer à vie. Ça a quelque chose d'intime. C'est la volonté, au travers d'un esthétisme propre à chacun, d'exprimer, raconter, voire même crier un message. Certains parlent même d'une traduction de l'identité narrative. Alors, évitons tout de même de chercher trop loin des interprétations psychologiques ineptes et gratuites. Parce que le tatouage peut avoir toutes les raisons d'exister. C'est avant tout une expression artistique. Et c'est rarement le tatoué, même si c'est lui qui choisit le motif, l'artiste. Et non, l'artiste, c'est le tatoueur, celui à qui vous allez confier le soin de meurtrir votre peau, ce qui dans plusieurs civilisations était considéré comme un rite de passage à cause de la douleur endurée lors de la réalisation du motif. Bon, c'était il y a quelques siècles maintenant. Et bien évidemment, la pratique a évolué, tout comme les clients, qui ne sont plus forcément des repris de justice, des marins ou autres membres de gangs mexicains. Les goûts aussi ont évolué. On voit un peu moins de papillons sur l'épaule et de dauphins au bas du dos. Mais est-ce que les tatoueurs, eux aussi, ont évolué dans leur art? Parce que quand on y réfléchit, pas facile pour les tatoueurs de s'entraîner, de faire des brouillons. C'est obligatoirement un tir à un coup. Comment font-ils? Eh bien, nous allons tout de suite le savoir en demandant à mon invité qui, devinez quoi, est un tatoueur. Frédéric Agide, bonjour. Bonjour. Alors le tatoueur, c'est vous, tout le monde l'aura bien compris. Avant de parler de tatouage, on va en parler longuement. Vous êtes également un auteur, puisque vous venez de sortir un très joli livre qui s'appelle « Histoire de tatouage ou la thérapie sous-cutanée ». C'est un livre dans lequel vous partagez votre vision du tatouage, vous partagez des conseils, des expériences, vous expliquez comment vous construisez un tatouage avec votre modèle. Pourquoi vous avez eu envie de donner votre interprétation et votre vision du tatouage au travers de ce livre? Alors ce livre, avant tout, c'est aussi et surtout 20 histoires de tatouage, puisque je me suis assez vite rendu compte que les personnes qui venaient me voir pour un projet de tatouage avaient forcément quelque chose à me livrer, qui était de l'ordre de leur histoire personnelle, de leur vécu, qui était quelque chose d'important ou d'anodin, bien souvent quelque chose d'important, des événements passés bien entendu, ou parfois même à venir, et qu'ils avaient l'envie, le besoin, comme quelque chose qui... une sorte d'envie incontournable d'arriver à traduire par, pas forcément des mots, mais surtout un dessin, quelque chose qui s'était passé dans leur vie et que ce soit ancré à jamais sur leur peau, pour ne pas dire sous leur peau. Alors, la question qui me vient tout de suite, c'est votre définition. Pour vous, c'est pour ça qu'on se tatoue maintenant au XXIe siècle, alors qu'il y a des centaines, voire des millions d'années, des milliers d'années, pardon, le tatouage était plutôt la marque de l'appartenance à un groupe. Il y avait un côté tribal. Après, ça a été, je le disais en préambule, associé aux gens dans la marginalité, donc exclu du groupe. Et là, pour vous, maintenant, c'est qu'on a évolué, on est passé à autre chose, on interprète différemment le tatouage? Alors, je suis ni sociologue, ni historien. En revanche, ce que je peux constater, et pour me mettre renseigné un petit peu, c'est que effectivement, tout ça a évolué au fil du temps, et je peux me confronter en fait à ce que je reçois comme discours de la part de mes clients, et les histoires que je reçois sont vraiment en lien avec, une fois de plus, la continuité de leur histoire, comment elle s'est inscrite à un moment qui fait partie du passé, qui fera partie de l'avenir, et prendre une photographie en fait d'un moment de leur histoire et de l'avoir à tout jamais gravé, enfin de façon définitive, et que évidemment. Ça l'accompagne constamment. Ouais. Et que ça accompagne constamment et que ce soit vraiment une marque du temps, au même titre que peut l'être une cicatrice, sauf que la cicatrice, bien souvent, elle est... issue d'une douleur. Alors, elle est issue d'une douleur, certes, mais le tatouage aussi, peut-être on y reviendra après. La cicatrice, elle est rarement volontaire. Or, le tatouage est volontaire. C'est-à-dire qu'on décide volontairement de se dire « je veux subir en fait l'exécution du tatouage sur ma peau, ce qui est en lien à une certaine douleur »
qui est différente d'un individu à l'autre, mais surtout, en fait, raconter quelque chose de façon définitive à un endroit du corps qui, lui-même, parle aussi, puisque le corps a son langage également. En fait, quand je vous entends parler, quand je vous écoute, et d'ailleurs c'est le sous-titre de votre livre, vous dites que c'est la thérapie sous-cutanée. Ça sous-entend qu'en fait, aucun tatouage n'est vide de sens. C'est mon avis. C'est votre avis. En tout cas, ceux que vous faites, pour vous, ils ne peuvent pas être vides de sens. Même, j'avais fait une expérience un peu rigolote dans un endroit, dans un espace de coworking, il y avait, je ne sais pas, 150, 200 personnes qui travaillaient au même endroit. Et j'ai proposé de faire une expérience, en fait, de tatouer juste un point. C'est-à-dire que le dermographe, donc, qui est l'appareil qui sert à tatouer, en fait, très rapidement, c'est une machine qui fonctionne un peu comme une machine à coudre. C'est une aiguille qui monte et qui descend à une vitesse de 130 à 150 mouvements par seconde, ce qui permet de pouvoir faire des lignes sans qu'elles soient discontinues ou en pointillés. Et donc cet appareil qui réagit avec une pulsion électrique intermittente, j'ai proposé de faire juste un aller-retour sur la peau de personnes volontaires, bien entendu. 150, vous disiez Alors non, j'en ai fait une cinquantaine. Et simplement pour qu'ils ressentent la sensation de l'aiguille et avoir la satisfaction, puisque c'était le jeu, d'être ancré à vie. Évidemment, 99% des gens qui ont fait cette expérience sont les personnes qui, à ce moment-là, étaient vierges de tout tatouage, pour simplement ressentir la sensation du dermographe. Dans 100% des cas, les gens m'ont dit « mais ça fait pas mal un tatouage ». Vous avez démystifié en fait l'aller-retour de la machine. Vous avez démystifié un peu l'acte en le faisant tester. Alors, je fais une réponse de Normand, oui et non. Ouais. Oui, dans la mesure où, en fait, c'était une expérience concluante, dans la mesure où il y a la satisfaction d'avoir le corps ancré à jamais, mais en même temps avec un marqueur qui est quasi invisible. Quelqu'un m'a rapporté plus tard, je l'ai montré à mon médecin traitant, qui me connaît depuis toute petite, qui m'a dit « tiens, tu as un nouveau grain de beauté ». Donc, c'est dire si ça peut faire illusion. Et l'autre aspect, c'est que, en fait, ils ont, pour la plupart, été prêts à sauter le pas pour quelque chose de plus important, en se disant, en fait, il y a eu une modification, aussi mineure soit-elle. Il y a la personne que j'étais avant, la représentation physique que j'avais avant, et la représentation physique que j'ai aujourd'hui. Et ce ne sont pas les mêmes personnes, puisque, au-delà de l'aspect physique, il y a ce que ça implique, en fait, dans la réflexion que l'on a de soi. Alors, si c'est quelque chose qui est caché, on ne le voit pas au quotidien. Ce qui est bien souvent le cas. Enfin, je parle dans un miroir quand on se voit en plan américain. Mais ça modifie l'aspect, et ne serait-ce que le fait de le savoir modifie son aspect. Si je suis tatoué sur une partie basse du corps, quand je me regarde dans le miroir, je ne me regarde plus de la même façon. Là, en vous écoutant, ça m'amène une question que je me suis toujours posée. Oui. Quel est l'intérêt de se faire un immense tatouage dans le dos? On ne le voit jamais. Alors, je pense aux tatouages de japonais, c'est encore autre chose, mais les beaux tatouages où on voit des geishas dans le dos, ou des dragons. En général, dans le dos, la surface est tellement grande que les tatouages sont assez imposants et ça nécessite un énorme travail. Quel est l'intérêt? Qu'est-ce que recherchent les personnes quand ils ont un tatouage dans le dos, donc qu'ils n'apprécient jamais, quoi? Alors, ils apprécient jamais, ça c'est difficile à évaluer pour la raison que je viens d'évoquer. Et puis chacun est différent. C'est-à-dire qu'on sait que c'est là, même si on ne le voit pas, et il y a toujours les photos, peut-être un conjoint ou des enfants, je ne sais pas, la famille. Ça dépend si on est, si on a envie ou besoin de le montrer ou pas. Ça c'est libre à chacun d'avoir sa propre vision, interprétation et la façon dont on a envie de faire véhiculer ce que l'on porte. On peut porter un très bel ensemble de lingerie sans pour autant dire regarde, t'as vu, mon soutif, il est magnifique. Je comprends ce que vous voulez dire, mais un ensemble de lingerie, c'est 48 heures maximum dans certains cas. Là, c'est à vie. Alors, c'est à vie, c'est purement esthétique. Pourquoi je veux choisir un petit motif? Pourquoi je veux choisir un plus gros motif? Qu'est-ce que j'ai à raconter? Comment j'ai envie de le raconter? Est-ce que je raconte un petit morceau d'histoire ou est-ce que je raconte un morceau d'histoire? Pour ma part, une fois de plus, à chaque fois
qu'on m'a commandé une grosse pièce de cette envergure, les récits que je reçois sont importants. C'est-à-dire que parfois, 2, 3, 4 dos ne suffiraient pas pour évoquer en fait tout ce qu'on me demande de traduire en dessin. Il y a ça qu'il faut avoir en tête aussi. Et justement, vous vous définissez comme un tatoueur sur mesure. Donc ça veut dire que quand je parlais tout à l'heure de la traduction de l'identité narrative, c'est une définition qui vous convient. Ah, complètement. Ouais. Oui, bien sûr. Et quelle est l'importance du coup pour vous? Alors j'imagine que c'est une importance sans limite. C'est votre premier contact, le premier contact avec votre futur modèle. Comment vous rentrez dans le projet de la personne? Vous lui dites, vous le conseillez, vous l'orientez, ou si la personne est un petit peu en hésitation, comment vous agissez? Je pense qu'à chaque fois que vous avez quelqu'un, c'est toujours une démarche différente. Alors non. D'accord. La démarche est toujours identique. Alors petite parenthèse, rien n'est interdit en tatouage. C'est-à-dire que si on me demande de couvrir un corps de croix gammée, si moi je suis OK, ce qui en l'occurrence n'est pas le cas, je peux le faire. Enfin, il y a techniquement rien ne me l'interdit, et même administrativement ou d'un point de vue strictement juridique ou bureaucratique, à vérifier, mais je ne crois pas qu'il y ait toute forme d'interdiction, libre à chacun de porter ce qu'il a envie de porter. Bref, le fait est que moi je ne suis pas client de ce type de Oui, après c'est le fait de l'afficher qui peut être condamnable. Voilà, je crois que c'est plus ça. Bon là, on s'éparpille un peu, mais la démarche des personnes qui viennent me voir est toujours strictement la même. C'est-à-dire qu'il est assez rare qu'on vienne me voir en me disant « je voudrais un dauphin sur l'épaule », même si ce n'est plus l'époque, ou un tribal en bas des reins. On vient me voir en me disant « voilà ma vie » ou « voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qui me pèse depuis mes 15 ans, depuis 10 ans, voilà ce que j'ai vécu avec mon conjoint, avec mon ex-conjoint, mon enfant disparu, j'ai rencontré l'homme ou la femme de ma vie ». On vient me raconter un morceau d'histoire. C'est assez rare qu'on m'impose, voire même qu'on me propose un sujet de dessin. Et libre à moi, c'est-à-dire que ces personnes me donnent véritablement carte blanche pour me dire « je voudrais un dessin qui traduise cet événement dans ma vie ». Alors, on va regarder quelques exemples de ce que vous tatouez. On va aller voir à l'image. Quand on voit ce que vous faites, on a du mal à se dire que les gens viennent pour un premier tatouage. Les gens qui viennent vous voir, mais vous étiez très bien en train d'expliquer, ils ont déjà une perception du tatouage. En préparant l'émission, je me suis rendu compte et surtout vous, en imposant votre style, qui est un style quand même assez particulier, très définissable, reconnaissable au premier coup d'œil, j'ai l'impression que vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle branche, vous et d'autres, sur le tatouage. On est sorti de la grande distribution où on amenait un motif, je veux ça, on faisait un copie. Et là, vous, maintenant, vous êtes en train de proposer de l'art, à proprement dit. Et ça impose presque l'idée que les gens peuvent venir faire un tatouage juste pour avoir un tatouage de Frédéric Agide et pas forcément pour interpréter et répondre à quelque chose. Est-ce que je me trompe ou... Alors d'abord, est-ce que les gens viennent vous voir pour un premier tatouage? Alors dans la grande majorité, oui. Ah oui. Alors j'ai mon interprétation qui est peut-être fausse, mais pour avoir reçu les commentaires, enfin les explications de mes clients sur ce sujet-là, je ne sais pas si vous êtes déjà rentré dans un salon de tatouage classique. Oui. Ça peut être, alors désolé pour les confrères et les consoeurs, ça peut parfois être un peu assez rebutant. C'est-à-dire que l'accueil n'est pas toujours des plus chaleureux, la musique qui est diffusée n'est pas forcément des plus audibles, et le temps consacré à l'explication des projets à venir et de la façon de fonctionner n'est pas toujours des plus délicates qui soient. Ça reste une caricature, certes, mais... Ça existe. Ça existe encore. Frédéric, quand je vous entends, vous avez utilisé un mot tout à l'heure qui est le mot délicatesse. Et effectivement, c'est un terme que j'avais noté en préparant l'émission, parce qu'il y a une notion qu'on oublie quand même, et dont on n'a pas parlé surtout, c'est que c'est peut-être pas un rapport, mais une expérience charnelle que vous avez avec vos modèles. Donc ça nécessite forcément de la délicatesse. Quand on plante une aiguille dans le corps de quelqu'un, ça nécessite un minimum de délicatesse. Et surtout, quand d'autant plus psychologiquement, on aborde des sujets qui sont sensibles pour les modèles que vous avez. Alors je dirais délicatesse, mais aussi confiance. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes soient en confiance avec moi. Pour reprendre l'exemple que je citais tout à l'heure à propos des salons de tatouage plus classiques,
c'est difficile d'avoir un sujet important, de le confier à quelqu'un qui parle peu, qui manie avec un manque de délicatesse certain, qui est minuté, qui ne prend pas le temps, en fait. Il me semble que la moindre des délicatesses, justement, ou le respect qu'on peut avoir par rapport aux récits qui sont confiés, c'est d'arriver à prendre le temps d'exposer les choses. Les personnes qui n'ont jamais été tatouées, de leur expliquer ce que c'est que le tatouage, comment fonctionne la machine. La grande majorité des gens qui viennent se faire tatouer n'ont aucune idée de savoir comment fonctionne la machine à tatouer, le fameux dermographe. Donc moi, je prends le temps d'expliquer tout ça. Et une fois de plus, je dis je, mais je ne suis pas le seul à le faire. On est heureusement de plus en plus nombreux à avoir justement cette démarche qui nécessite de l'écoute, de l'empathie et de la délicatesse et de la confiance. De la confiance, de la douceur, bref. C'est important pour... si la personne se sent bien, elle va se détendre, elle va détendre sa peau, et le tatouage sera aura plus de facilité à être réussi. Et la personne aura moins d'angoisse et d'inquiétude en ce qui concerne la douleur qu'elle va éprouver. Et pour un premier tatouage, c'est très important. Alors là, vous parlez justement de cette nouvelle tendance où vous avez une démarche totalement différente qui est vraiment une rupture avec ce qu'on a connu avant, mais qui faisait aussi partie du folklore. On allait se tatouer dans des endroits un peu rock, un peu... C'était vraiment du décor, hein, mais on avait l'impression de transgresser un petit peu. Mais si vous et d'autres arrivez maintenant à exercer autrement votre discipline, c'est peut-être aussi parce que votre public, les modèles, appréhendent mieux l'art du tatouage, le comprennent mieux, le définissent mieux et l'expliquent mieux quand ils arrivent vers vous avec une envie d'expression. Probablement, c'est vrai que le tatouage... En fait, la densité de la population qui est tatouée croît chaque année. Et avant de se faire tatouer, on a évidemment l'idée de se faire tatouer. Il y a un vieux dicton dans le métier qui dit 20 ans de réflexion pour le premier tatouage et 20 minutes pour le second. Donc c'est vrai que le temps de mûrissement du premier tatouage est en général assez long, même s'il excède rarement 20 ans, quoique. Le fait de voir dans son entourage des personnes de sa famille, des collègues, des copains, son petit ami, son mari, sa femme, que sais-je, porter des tatouages ou se faire tatouer, on constate que en fait, ça touche une partie de plus en plus de personnes et même des gens qui nous ressemblent. Donc on se dit, tiens, et pourquoi pas moi? Parce que j'ai l'idée peut-être de faire matérialiser sur ma peau de façon définitive tel ou tel événement ou simplement un symbole parce qu'esthétiquement, ça me parle. Si ces gens-là vont dans des salons dits classiques ou traditionnels, ils peuvent potentiellement pas se sentir tout à fait à l'aise. Et donc, les gens qui se sont mis à exercer ces 10 dernières années ont pris cette nouvelle clientèle en considération en se disant, si on accueille les gens qui ressemblent, je ne sais pas, des jeunes femmes de moins de 30 ans ou je sais pas, entre 25 et 35 ans, jeunes cadres dynamiques dans les grandes villes, quand elles arrivent avec leur tailleur et sans faire de mauvais clichés, et ce n'est pas pour caricaturer, si on ne les accueille pas avec un minimum d'égard, le courant ne passera pas et la personne ne va pas se sentir à l'aise, elle ne livrera pas son histoire. Donc en fait, c'est... et vous l'interpréterez mal, forcément. Exactement. Ou pas complètement. Donc en fait, je pense qu'on s'est adapté au même titre que la clientèle a évolué. Je serais incapable de dire d'où c'est venu, mais c'est un fonctionnement qui est finalement assez logique. Alors, vous étiez en train de le dire, la clientèle, effectivement, a énormément évolué au point que, de toute façon, tout le monde se tatoue dans le monde entier, comme par exemple au Togo, où notre correspondant Nicolas Louya est allé voir comment ça se passait en Afrique. On regarde et on en parle après. 10h du matin, dans une banlieue de Lomé. Victor, 26 ans, a rendez-vous ce jour dans ce salon pour une séance de tatouage. Oui, boss, comme je te l'avais dit la fois dernière au téléphone, je suis venu pour une retouche de tatouage, quoi. Ok, d'accord. Je peux voir le tatouage. Désabusé, il souhaite recouvrir son ancien tatouage mal réalisé par des tatoueurs moins nantis. Rien de surprenant pour Léo, le responsable du salon. Des sollicitations comme celle-ci, il en reçoit fréquemment. Un tatouage qui est mal réalisé ou bien mal fait, très souvent ça fait honte aux clients et certaines personnes et qu'ils n'arrivent pas à enlever l'habit sur ces genres de tatouages. Et très souvent ils viennent nous voir à propos de ça. Après avoir passé en revue un catalogue de dessins virtuels, le choix du jeune homme porte sur ce motif.
le maori. En dessin tendance et fashion inspiré des motifs polynésiens qui le fait rêver depuis belle lurette. Mine de rien, Léo a réussi à recouvrir entièrement le tatouage raté de son client en seulement 2 heures. Un dessin gravé à jamais sous l'épiderme de Victor pour sa plus grande satisfaction. Franchement, il a bien réalisé le truc. C'est vraiment un chef-d'œuvre, quoi. Le boss, il est très génial. C'est tout à fait impressionnant. Moi-même, je le trouve que c'est un bon tatouage que je l'ai réalisé en fait. Et je vois que la personne aussi, il est fier de ce que je l'ai fait. Phénomène de mode ou de beauté pour certains, réalisé en souvenir ou pour témoigner son affection à quelqu'un pour d'autres, la fièvre du tatouage artistique a conquis les jeunes Togolais ces dernières années. À Lomé comme dans bien de villes du pays, des salons de tatouage comme celui-ci ont poussé ici et là comme des champignons. Mais d'après Léo, la plupart sont des amateurs qui arrivent dans le domaine sans grande qualification. Le patron de Royal Tattoo nous explique que les peaux noires ou brunes, par exemple, sont capricieuses et quand elles sont mal marquées, cela peut provoquer des complications cutanées. Avis partagé par le docteur Jacques Nosike, dermatologue à la clinique Anne-Marie de Lomé. Une technique qui est un peu médicale parce que le tatouage va altérer la peau pour pouvoir réaliser son œuvre. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, il va utiliser, le tatoueur, c'est-à-dire le technicien, va utiliser son aiguille pour pouvoir faire des petites plaies, si on peut le dire ainsi, sur la peau afin de réaliser son œuvre ou bien le tatouage en question. On a des complications d'infection, de surinfection, de contamination. On peut avoir des allergies et on peut avoir même des kéloïdes. À ce jour, il n'y a pas de chiffre officiel sur le nombre de personnes tatouées au Togo. Mais rien qu'à Lomé, ils sont plusieurs centaines, majoritairement jeunes, à se faire tatouer le corps. Dans un pays à forte dominante chrétienne, le tatouage est perçu comme un péché. Cependant, il existerait des ethnies au Togo qui accompagnent les scarifications rituelles de tatouage. Toutefois, il est difficile d'établir un lien entre ces marques traditionnelles et les motifs fashion gravés dans les peaux des jeunes citadins. Frédéric, alors 2 choses. Vous me disiez que le tatouage était très bien fait, le premier. Oui, le tribal, oui. Ouais. Le maori, pardon. La deuxième chose, peau noire, peau blanche, même combat ou c'est vraiment différent? Alors chaque peau est différente. Dans l'absolu, c'est qu'on peut tatouer 1000 personnes. Il y a 1000 peaux différentes. Il y a 1000 peaux différentes. Plus la teinte de la peau est élevée, plus le tatouage, quand il aura cicatrisé, va perdre de son intensité de contraste. C'est aussi simple que ça. En fait, l'encre, elle est logée entre le derme et l'épiderme, c'est-à-dire entre 2 et 3 mm sous la peau. Et après cicatrisation, en fait, la peau en fait, va occulter le dessin comme une feuille de calque. Plus cette feuille de calque, elle va être dense et teintée, plus elle va masquer, plus elle va altérer le contraste. C'est aussi simple que ça. Alors, on va arriver malheureusement bientôt au terme de l'émission. Quel regard portez-vous sur le monde du tatouage dans son ensemble? On en a parlé longuement dans cette émission. Je le disais, moi, il y a la grande distribution, on a fait les salons traditionnels où on vient parce qu'on sait ce qu'on veut, on vous le fait 1 heure, bah. Et puis il y a vous maintenant, le sur-mesure, le fait main, l'artisanat presque. Vous pensez qu'il va y avoir 2 mondes qui vont se dissocier? Est-ce qu'on va aller de plus en plus vers ce que vous êtes vers votre pratique de tatouage et votre exercice? Est-ce que c'est l'apanage que des grandes villes ou est-ce que ça va être quelque chose qui va véritablement... C'est une véritable évolution dans le monde du tatouage. Comment vous voyez ça et vous, quel regard vous portez sur cet univers-là? Un regard, j'allais dire bienveillant, ce qui veut tout dire et rien dire. Comme la question que je viens de vous poser. Je porte un regard curieux parce que moi, ça fait moins de 10 ans que je tatoue, donc je n'ai pas connu les années 80-90. Qui avait une particularité? C'est-à-dire que cette nouvelle façon de tatouer n'existait pas encore, puisque la clientèle n'était pas tout à fait là encore. Ce que je vois, c'est que, en fait, comme globalement tout le monde, enfin une grande majorité des gens souhaitent porter un tatouage, forcément l'offre s'est élargie. C'est comme si on disait,
si je faisais une métaphore avec la mode, il y a les costumes qu'on trouve en prêt-à-porter et il y a le sur-mesure. C'est exactement la même chose. On peut choisir un tatouage sur catalogue et on peut choisir un tatouage sur mesure. Les deux existent. Il n'y a pas un mauvais tatoueur et un bon tatoueur. Ce sont deux approches qui sont complètement différentes. La qualité de l'exécution n'a rien à voir avec la requête de départ. Il n'y a pas le mauvais tatoueur qui travaille sur catalogue et qui travaille dans un studio en écoutant du hard rock toute la journée. Ça peut être un excellent praticien professionnel, exécutant, qui peut faire des merveilles sans aucun problème. Et il peut y avoir aussi des gens qui font du sur-mesure, mais qui le font très mal, enfin qui sont de mauvais exécutants. Et inversement, bien entendu. Alors, si on veut se faire tatouer par Frédéric Agide, comment on fait? Bon, déjà, on achète le livre pour comprendre ce qui va vous arriver. C'est, je le répète, Histoire de tatouage ou la thérapie sous-cutanée, déjà pour savoir à qui on va avoir affaire. Deuxièmement, vous avez un site internet, on vous contacte. Je précise, parce que j'ai regardé, vous faites un tatouage par jour à 14h, c'est bien ça? Oui, alors on peut modifier un tout petit peu. 14h15. L'idée, c'est vraiment de recevoir, toujours dans l'idée, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, de recevoir les gens avec un maximum d'égards. On n'attend pas par jour. Voilà, et c'est 14h. Et on prend le temps, comme j'ai pas mal de premiers tatouages, et aussi des femmes qui viennent pour des premiers tatouages avec tout ce que ça peut comporter comme question d'anxiété au regard de la douleur, de prendre le temps d'expliquer, d'exposer les choses sans regarder sa montre. C'est la moindre des choses pour que le tatouage soit bien réussi. Est-ce que vous faites des dauphins et des papillons? Sous la contrainte et si on paye très très cher. Frédéric Agide, merci beaucoup. Merci. Télésud, oui, vous êtes sur Télésud, mais TLS+, qui est diffusé sur Télésud, est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau TLS+, bien évidemment. D'ici là, vous le savez, continuez à vous informer en regardant Télésud. À très bientôt, au revoir.